L'invité de France Info ce matin est Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Jean-Michel Apathy. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Nous allons parler de la formation professionnelle, puisque vous avez annoncé hier des mesures à ce sujet. Mais avant, une explication un peu générale de votre politique. Vous réformez l'apprentissage, la formation professionnelle, l'UNEDIC, le Code du travail. Rien ne marchait avant que vous n'arriviez ? Je crois que, si Emmanuel Macron a été élu, c'est bien sur un programme parce que les Français attendaient des transformations. Et toutes les transformations dont vous parlez, elles sont liées. Pourquoi ? Parce que le Code du travail, c'est... Mais ça ne marchait pas avant ? Je pense que c'était sur un modèle qui était basé sur des hypothèses qui fonctionnaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais le monde a changé. Il faut qu'on change. Par exemple, les compétences. Tout le monde est conscient maintenant qu'avec les révolutions technologiques qui arrivent, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans l'écologie, les métiers vont changer. Donc, il faut investir massivement sur les compétences, que chacun y ait droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y avait des choses qui marchaient. La formation, la France était en avance dans les années 70. Elle avait un modèle de formation qui est en avance. Aujourd'hui, elle s'est laissée distancier. Et puis surtout, il y en a un système inégalitaire aujourd'hui qui ne permet pas à chacun de se former. Si on suit le raisonnement, si on change tout, on va avoir des résultats formidables en matière de lutte contre le chômage, par exemple. Il faudra que... S'il faut tout changer, ça a un sens. C'est pas pour changer. Tout va ensemble. Il faut plus d'agilité dans les entreprises, plus de droits pour les salariés, plus de dialogue social et plus de liberté pour chacun de prendre sa vie en main, de choisir aussi son avenir professionnel dans l'apprentissage, dans la formation. Donc tout ça, c'est un ensemble. C'est ce que j'appelle la flexi-sécurité à la française. Quand ça sera fait, vous pensez que le chômage va beaucoup diminuer ? Je pense que oui, c'est des conditions structurelles pour que le chômage diminue. Parce qu'on dit le premier problème de la France, c'est le coût du travail, l'absence de compétitivité. Non, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Le premier problème, c'est le chômage, et notamment celui des jeunes. Non, c'est le chômage, mais pourquoi le chômage ? Parce que manque de compétitivité. Parce que beaucoup de coût choses. Du travail. Il y a des sujets de compétitivité, il y a des sujets de rigidité qu'on a traités dans le Code du travail, il y a des sujets de manque de compétences. Aujourd'hui, il y a seulement un ouvrier ou un employé, il a 2 fois moins de chances qu'un cadre de se former. Il y a un ouvrier sur 3 seulement qui se forme chaque année. Ils ont autant besoin que les autres. Les métiers évoluent. Il y a un demandeur d'emploi sur 10 seulement qui peut aller en formation aujourd'hui. Donc c'est pas égalitaire et ça permet pas à chacun, parce que les entreprises, elles ont besoin de compétences et chacun il a besoin de compétences pour réussir à entrer sur le marché du travail, s'y maintenir, progresser. Et ça, je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience qu'à la hauteur des enjeux qui arrivent, puis aussi des aspirations de chacun, il faut qu'on change de braquet. L'objectif, c'est le plein emploi. L'objectif, c'est le plein emploi. On peut le dire ou c'est Oui, alors ce qu'on appelle le plein emploi dans l'économie économique, c'est autour de 5%. Voilà. Alors, de toute façon, c'est jouable. On ne peut pas le savoir complètement, parce qu'il y a aussi des aspects macroéconomiques mondiaux. Mais il faut 2022. viser clairement. On a dit qu'on avait une ambition, c'est d'essayer d'aller vers 7%. Mais encore une fois, ce n'est pas le gouvernement 7%. Qui décide. Comment dire ? Je crois qu'il se focaliser sur un chiffre, c'est faire comme si un gouvernement était tout puissant, qu'il avait une baguette magique et décidait lui-même le chiffre. Je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est de faire des réformes structurelles qui nous permettent d'aller dans ce sens-là, pour que les entreprises, et on le voit, les entreprises aujourd'hui, elles embauchent, il y a une reprise de la création d'emplois, il faut les encourager dans cette voie, et c'est pour ça aussi qu'il faut intervenir sur les compétences, qui est l'autre sujet clé pour réussir cette croissance riche en emplois. Alors, sur la formation professionnelle, parmi les mesures importantes que vous avez présentées hier, vous avez expliqué qu'il fallait désormais que la collecte de l'argent de la formation auprès des entreprises, c'est plusieurs milliards, 7 ? Oui, 8. 8, ça augmente tout le temps. Alors, cette collecte... C'est normal, c'est dynamique. C'est ça. Cette collecte ne se fera plus par l'intermédiaire des OPCA, c'est un peu technique, organismes paritaires et collecteurs agréés, donc les partenaires sociaux, mais c'est l'URSSAF qui va le faire. Et quand on voit ça, on se dit pourquoi ? Ça change quoi ? Alors, c'est juste une mesure de simplification pour les entreprises. Les petites et moyennes entreprises, elles en ont un peu assez de devoir verser à plein d'organismes différents, à être un peu sollicitées par tout le monde. Donc ça, c'est une simplification administrative. Il y avait de la perte en ligne ? C'est surtout que c'est très compliqué pour les entreprises. Est-ce que c'est un gaspillage d'argent ? C'est pas le sujet. Le sujet pour moi principal, c'est que les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, quelle est la valeur ajoutée de faire une collecte administrative ? Eux, ils y tiennent. Non. Oui, ils ne sont pas contents, Ils ne sont pas contents sur cet aspect-là, mais ils sont contents sur les droits des salariés, parce qu'on va énormément augmenter les droits des salariés. Je pense que les partenaires sociaux... Il n'y a pas du détournement d'argent, il n'y a pas du financement illégal. On leur demande aux organismes paritaires, du coup, d'évoluer dans leur métier. Demain, de faire la prospective métier, d'aider les PME à bâtir leur plan de formation, de conseiller les salariés. En fait, c'est un changement de métier pour les organismes paritaires. Donc ça, c'est normal que ça inquiète un peu. On va travailler avec eux pour accompagner le changement. Mais franchement, du point de vue de l'entreprise, quel est l'intérêt d'envoyer des bordereaux partout ? Il faut simplifier ça. Et par contre, focaliser le système. Pas de gaspillage ? Il y a du gaspillage.
il y a eu une rationalisation du dispositif. Mais par contre, le système qui est très compliqué, le problème principal, il n'est pas là. C'est que pendant qu'on fait ça, qu'on fait de la collecte, eh bien, on ne travaille pas sur l'avenir des métiers. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans les mêmes OPCA, quelquefois, il y a ceux qui n'ont rien à faire ensemble, bon, les voyageurs, les transports de voyageurs et les métiers de chauffeur routier, je ne suis pas sûre que c'est les mêmes métiers demain. En revanche, l'assurance se retrouve dans 3 organismes, les bouchers ne sont pas avec les charcutiers. À un moment donné, il faut aussi qu'on se regroupe pour ensemble dire c'est quoi le métier de demain et que chacun puisse se former. Donc, et ça c'est clé. Premier changement. Deuxième changement, compte personnel de formation. Oui. Désormais, il sera alimenté en euros et pas en heures de formation. Et ça, un responsable de la CFDT le dit clairement, c'est une bêtise. On l'écoute. On voit que la transformation des heures en euros, ça réduit environ de la moitié les droits à la formation professionnelle des salariés. Une formation qui, aujourd'hui, pouvait valoir 2000 euros, il faudra attendre 4 ans pour la faire, alors que dans le système actuel, en 2 ans, on pouvait l'obtenir. Alors, d'abord, il faut dire une chose, parce que Yvan Ricordeau, qui est de la CFDT, qui est un des négociateurs, dans cet extrait, il ne rappelle pas une chose qui est essentielle, c'est que les partenaires sociaux ont proposé quelque chose qui, à mon avis, est excellent et qu'on va suivre dans la loi, qui est d'augmenter beaucoup le droit au congé, au compte personnalisé de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre vous, d'entre nous, chaque salarié en France va pouvoir avoir un compte personnalisé de formation où il est crédité de 500 € par an. Ça va jusqu'à 5 000 en 10 ans, 800 et 8 000 pour les moins qualifiés. Mais sans objection. Attendez. Oui. Ce qui est important, c'est déjà qu'il faut choisir lui-même sa formation. Aujourd'hui, là, c'est inexact ce qui est dit, c'est qu'en fait, la grande majorité, il y en a à peu près que 10% qui choisissent. On choisit pour eux aujourd'hui. Qui choisit pour eux? Les organismes paritaires, les OPCA, les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où, certes, avec du conseil... Pourquoi les syndicats choisissaient aiguiller des gens vers les formations qu'ils ne voulaient pas faire? Est-ce qu'on nous cache un peu quelque chose? Parce qu'on dit toujours, il y a tellement d'argent dans la formation. Il faut changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, il faut plus de compétences pour les entreprises, mais il faut aussi que chacun ait la liberté, soit dans le siège du conducteur. Aujourd'hui, en fait, le salarié, il y a 6% des ouvriers qui disent qu'ils ont choisi leur formation, 20% des cadres. Donc c'est ça normal en 2018. Les gens ils veulent aussi choisir eux-mêmes la formation. Les syndicats les contraignaient à faire des formations qu'ils ne voulaient pas faire. Pourquoi? Non, les entreprises et les OPCA, mais c'est pas qu'ils les contraignaient. Ils disaient ça c'est financé, ça c'est pas financé. C'est pas le salarié aujourd'hui qui décide. C'est une forme de contrainte alors. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus de liberté, plus de conseils aussi pour faire ce choix. Et les euros, c'est plus juste. Pourquoi c'est plus juste? Parce que aujourd'hui, vous savez, l'heure de formation d'un cadre, tout le monde comprend qu'elle est en général plus chère à HEC que l'heure de formation d'un ouvrier. En donnant 500 € chaque année ou 800 € à chacun, eh bien, on donne plus d'égalité pour les ouvriers et les employés. Donc en fait, c'est l'inverse, ça va augmenter pour les ouvriers et les employés, ça augmente les droits. Vous restez avec nous, 8h41, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. La troisième voie d'Emmanuel Macron pour les prisons, entre la gauche taxée de laxisme et une droite dite répressive. Le président présente cet après-midi à Agen sa refondation pénale. Alors il veut privilégier les travaux d'intérêt général à la place des courtes peines. Mais pour cela, il faut des moyens, prévient sur France Info l'Union syndicale des magistrats. Réduction du nombre de parlementaires, limitation à 3 mandats, dose de proportionnelle aux législatives, ça ce sont les principales mesures de la réforme des institutions qui nécessitent une révision de la Constitution via le Congrès. Pour convaincre les parlementaires, Édouard Philippe lance à partir d'aujourd'hui 10 jours de consultation à Matignon. Le feu du Parc des Princes va-t-il porter les joueurs parisiens vers les quarts de finale de la Ligue des Champions? Appel à l'union sacrée ce soir dans les tribunes pour soutenir donc le PSG contraint à l'exploit face au Real Madrid après sa défaite 3-1 à l'aller. Coup d'envoi à 20h45 et soirée spéciale sur France Info. Et puis un sommet entre les deux Corées en discussion. C'est une nouvelle étape de la détente amorcée avec les JO. Des diplomates sud-coréens ont pu évoquer cette hypothèse directement hier avec Kim Jong-un à l'occasion d'un dîner à Pyongyang. Une rencontre exceptionnelle, la première entre le dirigeant nord-coréen et des émissaires de Séoul. France Info. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Formation professionnelle, il y a combien d'organismes formateurs aujourd'hui en France? Devinez, 90 000, dont 8 000 en vivent principalement. Et là, un des sujets... Vous avez envie de baisser le nombre? On a surtout envie d'exiger la qualité. Est-ce que vous voulez baisser le nombre? Le nombre, ça sera une conséquence.
Il y en aura certainement moins à la fin, parce que maintenant, pour bénéficier des fonds mutualisés ou des fonds publics, il faudra que l'organisme soit certifié. Et donc l'agence France Compétences, qu'on va créer avec les partenaires sociaux et les régions, va mettre en place un système de certification de la qualité des organismes. S'il en faut moins, vous avez un objectif? Non, moi j'ai l'objectif que ce soit de la qualité pour les salariés, pour les entreprises. Vous savez combien il y en a en Allemagne? Oui, je sais, il y en a à peu près 5 000. Ah, moi j'ai lu 13 000, d'accord. Enfin, 5 000 à l'équivalent de nos 8 000 et 13 000 à l'équivalent de nos 90 000. D'accord. Donc de 90 000 à 13 000, on a quand même de la marge. Le nombre des organismes, ce n'est pas le but, c'est la qualité. Est-ce qu'à la fin, les salariés qui ont cette formation, ils ont un emploi, ils ont une promotion, ils peuvent poursuivre leur carrière et augmenter leur salaire? C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est vos décisions sur la formation professionnelle. Vendredi, vous avez agréé l'accord que les partenaires sociaux avaient trouvé sur l'UNEDIC, l'assurance chômage. Vous l'avez fait au nom du respect du paritarisme. Et c'est une surprise, parce que pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron, le paritarisme, il n'en voulait plus. On écoute celui qui n'était pas encore président de la République, c'était le 2 mars 2017. La gouvernance du système doit être différente. L'État doit reprendre son rôle et prendre les décisions sur ce système d'assurance chômage. Parce que notre système est très hypocrite, puisqu'il est prétendument paritaire, mais comme les partenaires sociaux n'en fixent pas les équilibres ou n'y arrivent pas à le faire, il est garanti par l'État et depuis des années, c'est la garantie de l'État qui fait vivre le système. Ne demandons pas aux partenaires sociaux qui ne sont pas responsables de l'intérêt général de prendre des décisions d'intérêt général. C'est au pouvoir politique de le faire, il a cette légitimité. Le système est hypocrite et vous le maintenez? Alors, le système... Il faut le piloter au sens... C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il faut le piloter au sens... il y a effectivement 33 milliards d'euros de dettes à l'UNEDIC, et chaque année 3 milliards. Alors, avec la croissance de l'emploi qui revient, ça va effectivement faire baisser les dépenses, augmenter les recettes, donc ça va améliorer la situation. Mais on voit bien que c'est l'État qui le garantit, et c'est l'État aussi qui, à travers la CSG, prend maintenant en charge financièrement l'assurance chômage des salariés. Donc oui, l'État a besoin de cadrer plus, et donc on donnera une trajectoire financière. Pourquoi vous avez validé l'accord trouvé par les partenaires syndicaux, alors qu'Emmanuel Macron dit lui-même que c'est un système hypocrite? On avait envoyé un document d'orientation aux partenaires sociaux et ils ont respecté la feuille de route puisqu'ils ont fait des propositions comme l'OCT sur les démissionnaires pour qu'un salarié qui a un projet puisse démissionner, avoir l'assurance chômage pour mener son projet de création d'entreprise ou de reconversion ou de changer de métier. Donc ils ont sauvé le paritarisme. Dans la feuille de route. Je crois que c'est pas un but en soi, c'est que parce que à partir du moment où vous allez supprimer le paritarisme ou pas? Bien sûr que non. Mais par contre, quand c'est de l'intérêt général... Contradictoire avec ce que disait Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Mais oh là là, vous simplifiez tout. Quand le paritarisme... Oui, c'est nécessaire. Hein. Non, mais l'État doit encadrer ce qui est de l'intérêt général. Donc, de même qu'on crée une agence France Compétences où il y aura tout le monde autour de la table, mais pour encadrer la qualité et les prix, je crois que c'est la responsabilité de l'État avec les partenaires sociaux, avec les régions de le faire. De même pour l'UNEDIC, on va cadrer la trajectoire. Mais par contre, à l'intérieur de la trajectoire, c'est bien que patronat et syndicats discutent et se mettent d'accord sur les règles d'indemnisation. C'est bien de ne pas se fâcher avec eux, pas trop quoi. Mais c'est... Encore une fois, moi j'ai un respect énorme pour le dialogue social. Je crois que ça apporte beaucoup. Mais il faut que chacun soit dans son rôle. La loi, c'est le gouvernement et le Parlement. Le dialogue social et définir les règles du jeu pour les chômeurs. Si ça respecte une trajectoire qui est d'intérêt général, c'est le rôle des partenaires sociaux. Chacun dans son rôle et en s'écoutant et en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on progresse. Alors sur le fond, les partenaires sociaux ont accepté l'idée de l'indemnisation des démissionnaires qu'avait proposé en ces termes le candidat Emmanuel Macron. Le chômage doit être une forme de solidarité universelle qui permettra de couvrir les Françaises et les Français dans tous les secteurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants et entrepreneurs. Je veux que tous les 5 ans, pour éviter tout excès, tous les salariés puissent avoir le droit d'accéder également à ce droit de chômage s'ils décident de démissionner. Ça va concerner combien de salariés, Muriel Pénicaud? Alors, c'est difficile, on ne peut pas le savoir complètement, parce que c'est tellement un nouveau droit que c'est difficile de... On estime qu'au début, ça sera probablement 30 000 salariés chaque année qui vont le faire. Ce sera peut-être plus. Ce qui est important, c'est que ils le fassent avec un projet, c'est ce qu'a rappelé le président de la République il y a quelques semaines dans une émission de télévision, pour qu'ils ne se retrouvent pas, eux, en difficulté. Que la démission soit un coup de tête. Et que la démission soit... Mais par contre, si vous voyez le droit à la formation, ils auront droit à des formations plus longues, le droit à démissionner si on a un projet, moi je crois qu'il faut aussi mettre de l'air, il faut mettre de la liberté, il faut mettre de la protection pour que beaucoup plus de gens... Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le métier d'où ils rêvaient, hein.
Ils n'ont pas choisi. Eh bien, se dire à 30 ans, à 40 ans, eh bien, finalement, je peux prendre mon risque. La solidarité nationale m'accompagne. Je peux prendre 6 mois, 1 an, 2 ans au pire, pour créer mon entreprise, pour changer de métier, pour me former à tout à fait autre chose. Je crois que c'est la société de mobilité, c'est l'agilité des entreprises, mais c'est aussi la liberté de chacun, de construire son parcours, de construire sa vie. Et je crois que ça, c'est une forte aspiration. Donc tout ça va dans... Vous voyez, c'est très cohérent. Parce que le droit pour les démissionnaires d'avoir un projet et d'avoir l'assurance chômage, ça va avec ce droit à la formation très renforcé. Et encore une fois, c'est chacun qui décide. La politique, c'est parfois flou. On prend des décisions et puis après, on voit un peu à combien de gens il s'applique et combien ça coûte. Vous dites que 30 000 personnes pourraient être concernées par les démissions. Chaque année. Chaque année. Valérie Rabault, qui est une députée socialiste et qui a été rapporteuse générale du budget, qui sait de quoi elle parle, s'étonnait dans une interview à Libération que vous ne donniez aucun chiffre très précis. Et selon elle, les démissionnaires, chaque année, sont de l'ordre de 1 million de personnes. Et donc, elle suggère que peut-être la mesure prise dans le cadre de cette négociation inédite pourrait coûter très très cher. Et en fait, on l'a déjà vu avant, personne n'en sait rien. Non, en fait, on l'a simulé. On l'a simulé très sérieusement. Très sérieusement, vous dites vous-même, c'est un droit nouveau. Oui, il y a un droit nouveau, mais on a quand même des hypothèses. Dans la période actuelle, des droits nouveaux, ça peut coûter cher. Aujourd'hui, chaque année, 70 000 démissionnaires qui demandent à Pôle emploi une prise en charge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un droit, c'est... Si, au bout de 4 mois de chômage, on regarde, il y a une commission pour regarder s'ils sont acceptés. Donc, on a quand même une idée des flux. Après, moi, je crois que beaucoup de gens, ils ont envie d'avoir des projets. C'est pas pourtant qu'on le réalise tout de suite. Parfois, pour des raisons liées à sa vie, on va le mûrir pendant un certain temps. Il n'y a pas un risque que ça coûte très cher ? Je vais vous dire, si ce sont autant de gens qui, après, créent leur entreprise, ou sont plus heureux et plus efficaces dans leur travail, on y gagnera tous collectivement. Donc, il ne faut pas le voir comme un risque, il faut le voir aussi comme un... Je pense qu'on est en train de changer de société. On est en train de... La société de solidarité et liberté à la fois. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 2-0 ou 3 buts d'écart si le Real marque. C'est le défi du PSG ce soir, contraint à l'exploit pour prétendre au quart de finale de la Ligue des Champions. Et sans Neymar, l'attaquant brésilien blessé et absent du coup. Coup d'envoi 20h45 au Parc des Princes et soirée spéciale sur France Info pour vivre ce match en direct et en intégralité. Toute relation sexuelle entre un adulte majeur et un enfant de moins de 15 ans automatiquement considérée comme un viol ou une agression sexuelle. C'est le sens de la décision prise hier par Marlène Schiappa. La secrétaire d'État a donc fixé le seuil de consentement à 15 ans et non à 13 ans. Un projet de loi est maintenant en préparation. Populiste du mouvement 5 étoiles contre extrême droite de la Ligue. Lutte ouverte entre les deux vainqueurs des législatives de dimanche en Italie. Chacun revendique le pouvoir, mais sans envisager d'alliance entre eurosceptiques. Une phase d'incertitude qui pourrait durer des mois. Début des consultations après le 23 mars. La satisfaction des victimes du lévothyrox après l'ouverture hier par le parquet de Marseille d'une information judiciaire contre X. 7000 plaintes déposées à ce jour en France, des patients qui disent souffrir d'effets secondaires avec la nouvelle formule de ce médicament qui est censé soigner les problèmes de thyroïde. Info. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. En moyenne, les femmes qui sont salariées gagnent à poste égal moins d'argent que les hommes. Et vous avez donc évoqué cette question de l'égalité salariale. C'était sur CNews dans les termes suivants. Avec le Premier ministre et avec Marlène Schiappa, on est clairement résolu à ce qu'on n'accepte plus cette chose qui est injuste, inégalitaire, contraire à la loi, et mauvaise pour l'économie, qui est 9% d'écart sur le même poste. D'accord. Je ne dis pas qu'il faut une loi ou pas, je dis qu'on va travailler avec les partenaires sociaux. Dans 2 mois, nous aurons un plan. S'il faut une loi, il y en aura. S'il n'y a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Bon, c'est le patronat qui bloque. Donc comment le contraindre? C'est ça la question. On a, depuis le mois de décembre, rencontré tous les partenaires sociaux et reçu leurs propositions sur 2 sujets, qui est comment prévenir et éviter le harcèlement sexuel au travail, et par ailleurs, comment vraiment résoudre ce problème de l'égalité salariale. Donc mercredi, avec le Premier ministre et Marlène Schiappa, nous recevrons les partenaires sociaux sur la base de leurs propositions, et nous serons en mesure d'annoncer ce que le gouvernement souhaite retenir comme orientation sur ce sujet. Demain, on est trop tôt, alors on est un jour trop tôt. On est d'accord, c'est la semaine. Bientôt, ça sera l'année des femmes, mais on passe de la journée à la semaine, c'est mieux. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais je crois que c'est un enjeu qui concerne les femmes et les hommes, parce que aujourd'hui, c'est inégal, c'est complètement aberrant. Hein. Oui, d'accord. Ce qui bloque, c'est les employeurs.
Mais il n'y a que, c'est pas les syndicats de salariés qui bloquent. C'est qu'il faut que tout le monde se mobilise pour ça. Oui. C'est évidemment, pour faire un rattrapage salarial, il faut que les employeurs se mobilisent, mais il faut aussi que dans les négociations des salaires, il faut aussi que dans les négociations des salaires, patronat et syndicats se mettent d'accord. Donc c'est un peu plus large que ça. Non, les syndicats, ils ne seront pas hostiles à l'idée que les femmes soient augmentées. C'est pas... non, mais il ne s'agit pas d'être hostile, il faut négocier. Oui. Négocier proactivement. Je ne vois pas pourquoi les syndicats de salariés ne négocieraient pas ça. Et moi non plus, mais pour l'instant, ça fait 35 ans c'est qu'on plutôt attend. Les syndicats d'employeurs qui résistent, non ? Ça fait 35 ans que cette loi n'est pas respectée. C'est hallucinant. Travail égal, il n'y a pas salaire égal. Est-ce qu'ils y sont favorables ? Comme tout le monde ne peut être que favorable par principe, maintenant on va mettre en place les systèmes qui permettent d'y aller concrètement. Franchement, je crois que là, on est à une situation où ce n'est plus accepté par l'opinion publique. La grande différence, c'est que c'est plus accepté par l'opinion publique. Il y a 30-35 ans, la loi n'était pas respectée. Il y a une espèce de tolérance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on annoncera des mesures qui permettent, je pense, d'ici 3 ans, de vraiment régler ce sujet de travail égal, salaire égal. Et puis de faire progresser plus de femmes, parce qu'il y a aussi les femmes dans la carrière et ça joue aussi dans les salaires. On a parlé tout à l'heure d'un chiffre de 9% d'écart, mais pour être encore plus concret, je voudrais signaler que le site internet de franceinfo.fr, en partenariat avec l'INSEE, mettent en place un outil interactif qui s'appelle le pariteur et qui permet de pouvoir constater de façon tout à fait concrète les écarts de salaire qui peuvent exister, les inégalités qui peuvent exister entre hommes et femmes sur des postes très précis. Similaires. Voilà. Donc rendez-vous sur le site de France Info. franceinfo.fr. Voilà. Comme ça, je vais regarder de près. C'est complet. Laurent Wauquiez a évoqué les subventions que touchent les organisations syndicales devant des étudiants à Lyon. Et indépendamment de la forme et des reproches qui ont été faits à Laurent Wauquiez, sur le fond, Laurent Wauquiez disait ceci. Par exemple, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région, chaque année. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui ? C'est le MEDEF et c'est la CGT. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent. Sur le fond, il a raison, il y a un problème de financement des organisations syndicales. Je ne sais pas si c'est vrai en Auvergne-Rhône-Alpes. 2, il y a quelques années, on a créé un organisme où il y a une cotisation directement pour financer. Il faut bien financer le fait syndical pour qu'ils puissent travailler sur les métiers, sur le conseil aux entreprises, sur le conseil aux salariés. Mais maintenant, il y a un organisme officiel qui permet de répartir de l'argent pour que les syndicalistes, pour que les organisations patronales puississent faire leur travail. C'est très opaque le financement des syndicats. Le fonds, la GFPN, ça s'appelle, c'est pas du tout opaque, c'est audité chaque année, il y a un corps de compte. Après, s'il y a des régions qui, par ailleurs, donnent de l'argent aux syndicats, il faut aussi se poser la question pourquoi les régions le font. Enfin, il faut être deux pour qu'il y ait... Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, effectivement, la question, c'est pourquoi les régions font ça. Qu'est-ce qui est audité chaque année ? L'organisme national de répartition, effectivement, de fonds pour permettre au paritarisme d'exercer son rôle. Mais donc ça, c'est encadré, ça veut dire que ça... Les ressources des syndicats, on ne les connaît pas. Mais si, maintenant on les connaît. Maintenant, on les connaît. Pas toutes, on ne sait pas. Enfin, s'il y en a d'autres, peut-être, mais ça, il faut aussi se demander pourquoi une collectivité publique le fait. Les chiffres évoqués par Laurent Wauquiez vous paraissent farfelus, plausibles? C'est les chiffres de la région, je ne sais pas s'ils sont réels ou pas. C'est une fourchette. Comme il a tendance parfois à exagérer un tout petit peu. D'autres régions le font. Vous le savez, vous cherchez à le savoir? Il y a des cours régionales des comptes qui doivent vérifier ça. En tout cas, le syndicalisme a maintenant un financement officiel. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, il n'y avait pas de financement officiel. Donc forcément, chacun se débrouillait un peu. Maintenant, il y a un financement officiel qui est tout à fait contrôlé, qui est régulier. Donc pour moi, ça c'est le... Si des régions le font, il faut qu'elles le corrigent, il n'y a pas de problème. Mais le vrai sujet, c'est pas ça, c'est l'évolution du paritarisme. C'est pas légitime qu'elles le fassent. Les régions n'ont pas financé le syndicat. Quoi, en contrepartie, c'est quoi le sujet? Je ne sais pas, moi non plus. Quand vous entendez ça, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais aller regarder, il ment ou il a raison? Vous savez, ça s'appelle la décentralisation. Et la décentralisation, c'est la responsabilité des régions. Et c'est les cours régionales des comptes qui vérifient. Donc chacun dans son rôle. Ils ne peuvent pas en même temps demander la décentralisation. Vous avez un peu de curiosité sur cette histoire? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas le sujet. C'est que, honnêtement, s'il y a des régions qui le font aujourd'hui, elles ne doivent plus le faire. Donc il faut le corriger. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper. Il y avait, il y a quelques années, un vrai sujet du financement du paritarisme. Il y a eu une réforme, pour le coup, qui a été faite avant nous.
Aujourd'hui, ça n'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, de faire évoluer nos conceptions du rôle du dialogue social. Aujourd'hui, ce qu'attendent les salariés, c'est pas des choses administratives, c'est pas de la collecte, c'est plus de droits pour les salariés, garantis collectivement, et c'est quelque chose qui est facile pour les entreprises, pour les salariés, et eux, où le paritarisme va éclairer l'avenir, mais pas s'occuper de tout et décider pour tout le monde. Je crois que ça, c'est beaucoup plus important. Évidemment, s'il y a des problèmes, il faut les régler. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud. Très bonne journée à vous. Merci à vous.